Donc, il s'agit ici d'un récipient qui est conservé au Louvre. Et alors, la première des choses à faire lorsque l'on s'intéresse à un objet et qu'on souhaite pouvoir traduire la description qu'il porte, c'est ce qu'on appelle l'analyse du contexte. Et surtout, pouvoir ensuite établir des comparaisons dans un certain corpus de texte. Alors, dans un petit exercice comme aujourd'hui, on ne va pas prendre des dizaines ou des centaines d'exemplaires, mais il existe de nombreux autres exemplaires portant des inscriptions. Donc là, on retrouve ici le contenant en question. Ce contenant en question, j'en ai fait un relevé qui est ici, c'est un premier relevé. Alors, si on regarde, on voit qu'il y a des parties qui sont un peu abîmées, donc parfois c'est un petit peu compliqué. On peut avoir des difficultés d'identification des signes, et c'est ainsi que, par exemple, dans un premier temps, ici, j'avais repéré ce signe-là, et puis à l'analyse, je suis arrivé à ce signe-ci, parce que je me disais, c'est pas correct. Donc ici, c'est un pot que nous avons traduit au cours, et on est arrivé à différentes conclusions, et je pense que nous resterons sur quelques questions. Nous n'irons pas au bout de toutes les traductions, mais en même temps, nous allons pouvoir réviser un certain vocabulaire de base dans ceci. Alors, lorsque l'on souhaite traduire, je parlais que des inscriptions sur des objets, il est important de travailler par corpus, c'est-à-dire de pouvoir comparer ce qui est comparable, et il faut choisir. Ici, j'ai vraiment pris des exemples un peu au hasard, mais voici un autre récipient dans un autre matériau, mais qui porte des inscriptions. Dans ce cas-ci, on se rendra compte qu'on va repérer ici un certain nombre de composants avec des déterminatifs caractéristiques, comme le déterminatif ici des plantes. Parfois, on ne saura pas de quelle plante il peut s'agir. Par contre, ici, il y a d'autres plantes, comme Emerket, ici, qui est l'huile Mereket, qui est une huile bien connue dans l'Égypte ancienne. Donc, on peut supposer que dans les inscriptions qui sont là, eh bien, on peut avoir des indications par rapport à ce que le vase a pu contenir. D'autres exemples tels que celui-ci, j'ai vraiment pas au hasard, où là on voit un autre aspect important, c'est que sur ces documents, sur ces objets, lorsqu'ils étaient funéraires et lorsqu'ils avaient une certaine qualité de réalisation, on allait régulièrement retrouver une autre information importante, à savoir le nom de la personne qui avait commandé l'objet. Et on va avoir des inscriptions de toutes sortes sur les différents objets, c'est ainsi qu'on aura également, et si je vais le chercher dans le cours, on avait vu ça il y a déjà quelques temps. Donc le vizir Pazer, par exemple, ici, pour lequel on a pu retrouver un objet tout à fait sympathique, c'est-à-dire un petit godet, dans lequel on mettait un fond d'eau et qui servait à tremper le calame pour pouvoir écrire et tracer les signes sur les papyrus. Et on se rend compte qu'ici, par contre, on va avoir un texte nettement plus étoffé, puisque sur ce gobelet, on a pu traduire « Tot seigneur des hiéroglyphes, quant à tout scribe qui est écrit avec mon godet et qui verse de l'eau dedans », il y a quelques incertitudes, le godet a été quelque peu abîmé, qu'ils disent « fasse que le roi s'apaise, un millier de pains, etc. », une formule qu'on connaît bien pour le cas du prince, le gouverneur. Et là, vous voyez qu'on retrouve quelque chose de classique aussi, c'est important pour ce que nous allons voir sur notre petit pot dans un instant. C'est qu'on retrouve les titres et puis les noms de la personne. Et puis souvent, ce qu'on va retrouver, c'est l'affiliation. Donc on voit que sur ces différents objets, il y a des inscriptions qui peuvent être potentiellement complexes. Et donc, ici sur notre petit pot, on va donc repérer ici les différentes colonnes, textes colonnes qui sont ici, que j'ai retranscrit ensuite à l'horizontale, qui se trouve ici. Lorsque l'on est face à ce texte, alors je vais aller chercher ici JSesh, on va dire que d'une manière globale, sur cette inscription, la colonne 1, la colonne 3 et la fin de la colonne 2 ici posent assez peu de problèmes et de difficultés si on a un peu d'expérience et un peu de vocabulaire. C'est surtout dans la partie, le début de la colonne 2, qu'on va avoir quelques petits soucis. Alors, dans la colonne 1, on va retrouver des signes
Et vous allez voir que même ici, on se passe un peu de translittération parce que c'est des choses assez habituelles. On va avoir des titres bien connus. Il veut bien me laisser pareil. Hop. Voilà. Je vais avoir je vais remettre les signes en étant centré, que ça ressemble à la même chose que ce qu'on a pu avoir sur le document que j'avais diffusé. Donc, on va avoir des choses, des titres tout à fait habituels comme étant connus du roi connu, c'est tout à fait classique. Véritablement, et je pense, je vais traduire ici, je regarde un petit peu mes notes. Véritablement, son véritable, on aura pronom suffixe ici, son véritable aimé. Alors, ça, c'est vraiment des titres qui sont mais, hyper récurrents dans les titres et les titulatures des personnages. Donc, son ami aimé fait référence également à un autre titre, mais qui n'est pas expressément expliqué ici, qui est ami unique du roi. Donc, c'est quelqu'un qui est important, mais ami unique du roi, c'est vraiment quelqu'un qui est fort proche de lui. Donc, là, il était peut-être un peu plus subalterne. On va retrouver ici des verbes favorisés. Donc, c'est sont favorisés de la place. Alors, pour découper le texte, hein, ici, on a voilà, le déterminatif ici des endroits des constructions, hein, le PR qui se trouve ici, donc la place. Et alors là, on a une belle catachèse, hein, une belle formule, puisque c'est il est dans la place de son cœur. Donc on a affaire vraiment à quelqu'un qui est apprécié du pharaon. Donc ce genre de titre-là, connu du roi, ami véritable, son véritable ami, son favorisé dans la place de son cœur, ce sont des titres qui sont extrêmement récurrents et qu'on va retrouver à de nombreux endroits. Si je continue à traduire, je vais avoir ici un passage où je reconnais des mots qui me parlent, où je vais avoir ir, j'ai envie de dire le verbe être, hein, par exemple. Là, par contre, j'ai des choses un peu bizarres où j'ai un MRT qui est ici. Normalement, aimer, c'est le verbe aimer. Donc, on peut se dire qu'on est toujours dans la suite des qualificatifs qui sont donnés. Alors, moi, j'ai vu un truc sur le vase. Je vois une toute petite croix. Toute petite croix. Ouais. Et qui est le... Vous voyez à droite, juste au-dessus du bébé. C'est le serpent. C'est pas les enfants. Ah, c'est ses cornes. Okay. C'est la vie. Désolé, désolé. Oui, voilà. On est là pour ça. Donc effectivement, mais je dis toujours, hein, c'est bien joli les beaux hiéroglyphes bien tracés dans le G-Sèche, mais vous voyez, même ici, ce signe-ci, oui. je l'ai confondu. Donc il y a une marge énorme entre ce qu'on peut lire, et puis ensuite, il faut toujours revenir, mais vous avez raison, hein, il faut toujours revenir, sur la moindre doute, toujours revenir à l'objet original pour pouvoir vraiment se faire une idée. Alors ici, j'ai le verbe donc ici qui serait MR, F, Louis. Alors, je pose quand même beaucoup de questions, parce que si je sépare ici, par contre, je peux avoir un TF qui est un pronom personnel démonstratif, donc là, il y a des difficultés. Ensuite, j'ai un neb. Alors, le neb qui est ici, ça peut être maître de, possesseur de, mais ça peut être également un distributif qui porterait sur ce qui précède. Ça n'est pas clair. Ensuite, ici, j'ai un déterminatif où j'ai le petit socle qui est ici, le petit perchoir qui est assez particulier, qui serait suivi d'un F, qui est ici donc un pronom personnel suffixe, hein, nouveau. Donc c'est pas évident, il y a pas mal de choses qui permettent de découper le texte de différentes manières. Une fois je me permets de vous couper, oui. Le petit perchoir dont vous parlez,
Je l'ai pas trouvé, moi. Alors, il y a celui qu'on voit habituellement, là, On avec... va en parler, on va Ouais. en parler, parce que le petit perchoir, il est très intéressant, en fait, hein, il est très intéressant. Alors, au-delà, pour l'instant, je suis en train d'éliminer tout ce qui pose pas de Ouais. problème, après on va y revenir. Donc ensuite, on a une expression qui, par contre, elle, est assez connue, puisqu'on va avoir, et c'est là que je me trompais, où j'avais mis le G, hein, le trône ici, Guéret, qui lui existe, notamment qui existe, et c'est même une espèce d'adverse qui va renforcer l'affirmation, mais si on considère que ceci est la préposition M en état de, dans, hein, M, la suite ne veut rien dire. Par contre, si on le découpe ainsi, on va se retrouver avec le point de calage qui était ici, qui sont les trois traits, enfin c'est les trois traits du pluriel, ici c'est pas les trois traits, c'est trois ronds, mais c'est quand même le déterminatif. Je vais obtenir un mot, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Durant la journée, non? C'est ce qui vient un peu après. Au fil de chaque jour. Alors c'est ce qui vient un peu après. Mais je parle de ce mot-ci, donc, qui est... Ah, M hérite. C'est ça, Donc, chérite, M chérite. et le mot ici, qui vient ici, et qui est en fait le mot ration. Ration. Ah ouais. Ok. D'accord. Et alors, on arrive à une formule qui, elle, par contre, est tout à fait classique, puisque l'on a, à ce moment-là, la dernière colonne qui était ici. Ration. Puisqu'on va arriver, donc, dans le découpage du texte, je vais le découper, j'ai un trait idéographique, ça fait partie de ce que j'appelle les points de calage, c'est-à-dire ce qui me permet de découper, hein, et je vais descendre un petit peu. Alors, la phrase est coupée sur deux lignes, hein, enfin sur deux colonnes. Donc ici, j'ai une expression qui, par contre, elle, est tout à fait banale. C'est en état de ration au jour de jour tous. C'est quand j'ai mon doigt qui glisse sur la souris. Donc là, par contre, on a bien le distributif, tous, chaque. Et cette expression-là, en état de ration en tant que jour de jour tous, donc de chaque jour, c'est-à-dire de ration, notamment de ration quotidienne au jour le jour, est quelque chose qui est une expression qui est connue, puisque à l'époque, l'argent n'existant pas, la plupart du personnel était rétribué par des rations journalières de pain, de bière, etc. On retrouve ça dans les comptes. Donc, le fait de recevoir, on retrouve ça également dans le paysan éloquent. À un moment donné, Pharaon lui dit qu'on lui donne une ration quotidienne de pain et de bière. Et ça indique tout simplement que chaque jour, il faudra qu'il ait sa ration de tous ses chaques, etc. Bon. Maintenant, par rapport à ça, la question qui se pose, c'est de voir ce que ça veut bien dire ici dedans, hein, ici dans la phrase. Pourquoi est-ce qu'on parle de distribution quotidienne d'une ration de quelque chose? Bon, maintenant on est sur un objet qui est un contenant. Quand on sait qu'il existe déjà du même type sur lesquels les Égyptiens, dans la tombe de Toutankhamon notamment, on a retrouvé porté sur le bouchon, c'était déjà dans lesquels on a trouvé des résidus de vin. Et sur le bouchon, on avait l'année de mise en bouteille, le millésime, le cépage, à peu de choses près, le nom du vigneron et le vin qui était produit dans les oasis du Fayoum était paraît-il réputé. Il y avait les vins de 5 ans, les vins de 10 ans, et tout ça était écrit sur le vase. Bon, et sur les bouchons. Donc, on peut supposer que dans notre description ici, à un moment ou à un autre, on va parler d'un contenant, d'un contenu. Rappelez-vous, le godet de Pazer, on parlait d'y mettre de l'eau pour pouvoir écrire. Donc, déjà ici, ça peut déjà être un indice pour la suite. Et il est donc question, donc, pour cette personne qui est ici, qui est un personnage non négligeable, il est connu du roi, il est son aimé, il est son favorisé dans la place de son cœur. Il va recevoir une ration quotidienne de quelque chose, ce qui est une autre forme de récompense quelque part, et peut retrouver alors une dernière partie de colonne qui, elle, se termine par des informations tout à fait attendues. Et
axe, puisque cette ration va être accordée à Hemer. Voilà. Différentes hypothèses sur la construction de ce mot, mais de toute façon, Hemer est un mot bien connu qui est... Hop là, attendez, je fais un peu trop de fautes d'orthographe, de frappe. Le supérieur, là j'ai un être humain complet, je vais pouvoir couper, j'ai ici de nouveau les trois ronds. Alors les trois ronds qui sont ici, c'est un peu particulier, ils sont un peu différents de ces trois-là, mais ils sont tout à fait équivalents aux trois traits du pluriel. Donc ça veut dire que des archers, il y en a un certain nombre. Et donc, on va les séparer. C'est pas un collectif avec les trois petits points aussi? Ça peut pas être... Ici, voilà, c'est ça. Alors, ici, ça peut être un collectif, ça dépend comment on va le traduire. Vous pouvez le traduire comme étant le supérieur des archers, où là, vous aurez plutôt un pluriel. Mais vous pouvez le traduire aussi comme le supérieur du régiment militaire. Ouais. Donc, à ce moment-là, ce sera plutôt un collectif. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, manifestement, est-ce qu'il était... Alors là, ça reste une question, évidemment. Il faut un peu creuser et se spécialiser dans la hiérarchie militaire. Est-ce qu'on a affaire à un sergent, à un adjudant, ou à un colonel, ou à un général? La question reste ouverte. Mais normalement, le supérieur des archers, c'est déjà qui est un connu du roi. En principe, on peut supposer qu'il a déjà un certain grade dans l'armée, en tout cas. Il est donc, en tout cas, le supérieur ici. Des militaires. Vient ensuite et là, quand j'ai le petit canard qui est là, c'est tout à fait classique d'avoir les titres, les noms, et ensuite la filiation, puisque ici, on a le canard, souvent en compagnie d'un petit trait qui ici n'est manifestement pas présent, qui est donc le ça, qu'on retrouve également dans les titulatures royales, puisque vous avez les fils de Ré, ben, c'est Saré, c'est le fils de Ré. Donc c'est vraiment la notion de filiation. Ce qui est certain, c'est qu'ici on a un F, qui est un nom qu'on retrouve aussi souvent écrit Antef, qui est un nom fort connu, qui est un nom propre tout à fait, même des pharaons l'ont porté, donc c'est pas... Et ce fameux Intef est le fils d'un autre personnage, et qui, lui, par contre, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où je vais aller chercher mes notes, si vous permettez, en translittération, on va quand même en faire un peu. Oui, mais... Alors, ici, on a Médou. Bon, bah, Médou, hein, parole Médou Netcher, hein, parole divine, c'est bien connu. Par contre, le problème, c'est que ensuite, ici, notre brave taureau qui suit peut être translittéré K, Ik, Mn. Donc, il y a plusieurs translittérations possibles. Et donc, et certainement devoir rajouter de la translittération à chaque fois, entre parenthèses, un Hemenu, puisqu'on le met au pluriel. Donc, on a un personnage ici dont on ne connaît pas on va dire, avant la première qui était ici. Donc, en tout cas, c'est un certain Intef, fils de, par exemple, Medouka, après, ou Doumeka, s'il y a une inversion honorifique. Donc là, ce sont des personnages qui, à ce stade, ne sont toujours pas interprétés, ne sont toujours pas identifiés. Des Intef, je ne vais pas dire que c'est un peu comme des Dupont, mais presque, hein, donc... voilà, il y a quand même un certain nombre. Donc voilà, on a encore un personnage. Donc tout ça, c'est assez classique, puisque l'on a le connu du roi, son véritable ami, son véritable aimé, son unique véritable aimé, son favorisé dans la place de son cœur, qui est en état de recevoir une ration journalière de quelque chose, et puis ensuite, on sait qu'il était général, parce que c'était un militaire qui s'appelait Intef, et qu'il était le fils de, on va dire, par exemple, Medouka. Voilà. Ça fait déjà pas mal de choses. Mais il nous reste quand même toujours ce passage qui était ici, qui reste problématique. La problématique de savoir comment on va pouvoir le découper. Alors, ici, je fais intervenir mon petit tableau. Hein. Où est mon petit tableau? Je ne l'avais pas préparé, honte à moi.
c'est d'arriver à se dire quelle est la structure grammaticale de notre inscription ici. Nous avons un sujet qui est manifestement le défunt, Intef, fils de Meduca. Cet Intef de Meduca, on va en dire un certain nombre de choses. Le fait qu'il va recevoir une ration quotidienne de quelque chose. Ce fils de Meduca, hein, non seulement il est ami unique, il est général dans l'armée, etc., etc. Il y a plein de choses à dire. C'est le sujet de notre propos. Et ce qui va en être dit, de quelle sorte est-ce que c'est? Est-ce que nous avons affaire à un prédicat de type verbal, de type adjectival, nominal, adverbial, ou d'une des sous-catégories qui est ici? Alors, c'est un peu la question. Parce que nous avons ici un M qui est ici, qui introduit un complément prépositionnel. Donc on pourrait se dire, bah oui, nous sommes sur une phrase à prédicat adverbial de type complément prépositionnel, mais ça voudrait dire qu'ici dedans, on aurait le sujet. Le sujet ici pouvant potentiellement être représenté par les hyperconnues qui sont des troisièmes personnes du singulier. Mais alors, que faire du reste? Et là, je mets un blanc volontairement. Que faire du reste? Parce qu'ici, nous avons potentiellement, si on reprend un peu de translittération, le reste, je n'ai pas translittéré, mais c'est un bon, ST ici, HIB, etc., F, bon, ça se translittère assez facilement. C'est une reduplication, non? C'est pas IRR. Alors, pardon? IRR, c'est pas une reduplication? Attendez, excusez-moi, mais je n'ai pas bien entendu. Une reduplication de IRR, I2R. Oui, on va voir. D'avoir vous voulez parler d'une gémination de la consonne finale? Une réduplication, moi j'appelle ça, enfin, c'est peut-être pas la même chose, je ne sais pas. Ben, c'est deux termes de grammaire, mais qui se rejoignent également. Attendez, donc ici on a, moi je prends la translittération d'abord ici. Voici, hop. Et la question aussi est d'arriver à savoir, est-ce que on a affaire à pouvoir traduire, il faut également que ça ait du sens par rapport à l'objet. De base, si je prends ainsi que j'ai un ir ou ir plus r, hein, ici, donc, on ajoutera un deuxième r avec le r qui est ici, on a quand même le verbe faire. Aimer, c'est un verbe qui est connu souvent comme étant un mot qui est le mot aimer. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que je continue dans ce qui était écrit ici, son favorisé, mais faire son aimer, le nep qui est ici, est-ce qu'il porte ce qui précède ou pas, ou est-ce qu'il annonce ce qui suit? Parce que ici on aurait le maître de sa grandeur, ce qui est un peu particulier. Et donc là, je vous avoue qu'on est un peu dans l'expectative, et je vais même lancer une expérience par rapport à ceci, puisque la vidéo YouTube sera diffusée, c'est que je vais demander à ce que dans les commentaires, on ait la possibilité de compléter l'information. Parce que à ce stade-ci, et ça fait un petit bout de temps que je suis des cours aussi, parce qu'il faut se mettre à jour en permanence, et où je me penche notamment sur la cryptographie dans l'Égypte ancienne. Et là, on peut se poser des questions. Je vais aller chercher mes notes, et je peux dire tout de suite, je n'ai pas la solution au problème. C'est vraiment quelque chose que je soumets à la réflexion, et qui demande d'y réfléchir encore. Ce qu'il y a, c'est que dans notre inscription, on retrouve donc les titres de notre défunt, on retrouve ses titres et son nom et sa filiation à la fin, et entre les deux, on parle d'une ration de jours de tous les jours. Mais cette ration de quoi? Une ration d'amour?
Moi, j'avoue, là, je ne comprends pas. C'est pas très Enfin, égyptien. Le raffinement d'amour, c'est pas très égyptien. Hein. C'est-à-dire que ça ne ressemble à rien de commun ou à rien que j'ai pu. Bon, alors après, parfois, on tombe sur des inscriptions qui sont un peu bizarres, mais parce que la personne qui les a commandées n'avait pas des moyens financiers énormes, et donc, du coup, c'est un peu bâclé ou fait par des artisans de seconde zone. Ici, ça n'a pas l'air. Hein. Le vase, il a quand même l'air d'être joli, bien fait. Les hiéroglyphes sont bien dessinés, tout ça est bien, hein, est bien représenté. Regardez le taureau, les oiseaux, tout ça, c'est tout à fait bien identifiable. Donc, ça semblerait quand même témoigner qu'on a affaire à quelque chose qui est d'une qualité certaine. Alors, je vais vous livrer un peu le fruit de mes réflexions, mais je dis bien, je précise bien, c'est vraiment pour nourrir la réflexion. Alors, pour commencer, attendez, je retrouve mes notes. J'ai été intrigué par celui qui était ici. Là. Et lorsqu'on translittère ceci, on va se rendre compte que l'on a affaire non seulement à ici, pour être précis, le our qui est là, mais ici, est-ce que je suis toujours en translittération? Je vais voir, il me semble que oui. Le petit perchoir qui était ici se translittère iat. De la même manière, ici, le MR qui est ici va également se translittérer et on va, ça va être le verbe aimer, mais j'ai été un petit peu voir quelles étaient potentiellement d'autres, translittérations et d'autres sens de mots dans les dictionnaires. Et c'est ainsi que, premier indice, MR. Alors, je vous invite, si vous utilisez le SADEC, bon ami, à aller voir l'ensemble des traductions possibles. Mais MR qui est ici a de nombreux sens, puisque même dans cette inscription-ci, vous avez MR, qui est la racine consonantique ici, le MR, qui est celui du verbe, on va dire, aimer, puisqu'on le retrouve encore écrit ici, MR, MR, qui est là-bas. Donc, ces différents hiéroglyphes confirment la translittération. Mais le MR qui est ici, qui se trouve là, qui signifierait, donc dans le verbe aimer, on peut également, comme je viens de le montrer, le retrouver dans un autre mot, qui est MR, avec une jarre, il y a un trait idéographique qui vient derrière, et dans ce cas-là, c'est une jarre. Mais sur quoi se trouve mon inscription? Sur une jarre. Hein. Sur une jarre. Oui. Et c'est une jarre qui est même utilisée, on a quelques références, en tant que cruche à lait. Bon. Alors, déjà, voilà, on se pose une question, tout simplement. Maintenant, si je vais un peu plus loin et que je vais un peu chercher mon petit perchoir qui est ici, qui est là, je vais voir que iat, donc il se translittère iat. Hein. Alors, on peut se dire, on se tire les cheveux par les cheveux, mais voilà. En termes de cryptographie, à partir du moment où on commence à voir iat, le nom divin d'une entité personnifiant le lait, d'abord féminine puis masculine, avec les différentes graphies qui sont ici, iat avec un petit pot qui va nous indiquer qu'on a affaire à du lait, des crèmes, etc., boisson avec du lait, hein, ça fait quand même deux choses, ça fait une grosse coïncidence. Hein. Donc, faire sa jarre qui est en possession de lait, de son lait, ça, on arrive à une traduction un peu plus, bon, certainement tirée par les cheveux, mais qui certainement peut éventuellement avoir son sens. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce que si je reprends un autre mot, qui est celui du début, qui est le IRT, TT avec deux T ici, mais qu'on peut avoir en variante IRT ici, vous avez également encore quel sens? Le lait. Voilà, bon. Et pour en terminer avec le vocabulaire, je réfléchissais aussi et je me rappelais qu'effectivement, on a une forme
ici du verbe aimer et aimer. Dans l'expression ici, Ekemet F, c'est-à-dire sa femme qu'il aime, qui est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment sur les stèles funéraires notamment, M2RT, F, bah, c'est un peu ce qu'on a ici. Hein. Donc, si on considère, et je dis bien, c'est une proposition, hein, c'est une proposition. Là, on nage dans la cryptographie en disant, c'est vraiment une hypothèse de travail. Mais réellement, par contre, on a d'autres cas tout à fait fréquents où l'on a des objets qui portent des inscriptions assez faciles à traduire, et puis sur laquelle on va avoir une formule magique, quelque part, une formule dont le but est d'activer magiquement l'objet pour l'éternité. Alors, on a d'autres cas beaucoup plus célèbres sur ce principe-là, c'est celui des Shuapti, et de la formule je ne sais plus combien du livre des morts, avec l'appel au Shuapti, c'est quant à l'Osiris un tel que son Shuapti transporte le sable de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est, etc., etc. Et cette formule magique a pour but de faire quoi? De faire en sorte que le Shuapti ou Shepti prenne sa place et s'active magiquement par la récitation de la formule magique qui est écrite dessus. Alors, on a également les briques magiques, il y a d'autres éléments sur lesquels ce processus qui sert à écrire une formule magique est attesté. Question, est-ce que nous ne serions pas en présence donc de ceci, puisqu'on aurait un IRT, c'est-à-dire une forme du lait. Qu'est-ce que je voulais dire moi ici? C'était MR, MRT, c'était... La jarre, la cruche. La jarre, etc. Possession de garder grand, que j'aurais dit ici, iat, c'est le lait, son lait. Hein. Maintenant, on peut aussi se dire, ben non, finalement, ça c'est quand même un ir pour de vrai, ça peut être plutôt faire que sa cruche soit en possession de sa grande quantité de lait en état de ration journalière. C'est sympa ça. Comme vous dites, c'est sympa, c'est un peu tiré par les cheveux. Je suis de ce qu'on peut apprendre, etc. D'un côté, je me dirais, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, ça répond à un certain nombre d'arguments. Et donc, voilà où j'en suis. Et je n'ai pas dit que c'était, et je n'ai pas dit que le dossier était clos, bien au contraire. C'est ici une proposition d'interprétation du texte, en passant justement par cette notion de cryptographie, sachant que oui, IAT, c'est non seulement, il y a encore plus de choses à dire, parce que IAT, ça peut être effectivement le lait, c'est également une déesse du lait, mais Our, qui est ici, peut également s'inscrire avec... Hop. On peut le transcrire également, où est-ce qu'il est celui-là par exemple? Non, c'est pas celui-là. Le plus simple, peut-être... Je vais chercher midi à 14h, je vais faire plus simple. Ce n'est que pour l'explication. Voilà. Hop là, attendez, désolé, on a ces occupations, on y arrivera. Mon petite divinité, voilà, etc. Paf. Donc ici, on a également le fait que le our avec le déterminatif de la divinité, ben, c'est aussi quelque chose, c'est un mot qui existe, hein, ce sont les grands. Ça peut désigner des êtres humains aussi, où on parle des grands d'Égypte, comme sous Charles Quint, on parlait des grands d'Espagne, hein, donc ce sont les grands notables. Donc il y a toute une série de mots, voilà, ici, qu'il faut encore creuser. Mais voilà, donc pour moi, ici à ce stade-ci,
j'ai dans la première colonne des titres tout à fait classiques d'une personne qui est relativement importante dans la société égyptienne. Elle reçoit une ration quotidienne de quelque chose et elle est militaire, c'est un gradé militaire, Antef, fils de son père. Quant à la ration quotidienne qu'il reçoit chaque jour, pour moi, ben, ce sont des cruches de lait. Avec ou non l'intervention d'une divinité ou pas. Et là, je le dis, le débat reste ouvert. Et j'attends, et je demanderai dans la vidéo, j'attends les commentaires et les questions. Et puis bien entendu, si vous avez l'occasion de remettre ça sur le bio et retravailler là-dessus, toutes les suggestions, réflexions seront intéressantes. C'était quand même compliqué, hein. Enfin, ça l'est toujours, hein. Moi, je n'avais pas trouvé la cruche de lait. Non, moi non plus. Ah ben, il faut les rechercher très loin. En même temps, vous avez un sujet. Le sujet, c'est Monsieur Antef, avec toutes ses grades, qualités, etc., etc. Ce qu'on va dire du sujet, c'est qu'il est en état de recevoir une ration quotidienne de quelque chose. En toute logique, si on compare à d'autres textes, en toute logique, il doit avoir, on doit indiquer, hein, si je reprends mes petites comparaisons, que ne sont mes petites comparaisons. Donc là, on a la cruche qui était ici, hop. Et voilà, sur des ouvrages, et ici, vous voyez, par exemple, ici, on est quand même sur un objet en terre cuite. Matériaux, bon, bah, c'est joli, mais enfin, c'est pas non plus. Là, on est plutôt sur une forme d'albâtre, c'est-à-dire quand même déjà, je peux vous assurer que pour un tailleur de pierre, sculpter ça, c'est un peu plus compliqué que de tourner un pot sur un tour avec de la terre et de l'argile, hein. On voit bien que la gravure est plus difficile ici. Les signes, c'était un peu plus difficile de graver, la pierre se laisse un peu moins faire. Mais voilà, on a sur les vases, c'est une habitude, on a l'habitude d'avoir ce qu'il y avait dans le vase. Et ceci, c'est pas le vase du commun, hein. C'est un objet d'une extrême qualité. Pareillement ici, on va avoir des titres qui vont être... et là, on a même, bon, on parle d'un jubilé, hein, puisque c'est un vase qui a été fait à l'occasion d'un jubilé. Donc, ces différents objets-là, voilà, ils ont... et il y a encore d'autres cas, hein. Je reprends donc celui-ci. On aura également, dans ce cas-ci, on explique, hein, donc, voilà, qu'on va verser de l'eau dedans. Alors, l'idéal, évidemment, serait maintenant de pouvoir trouver d'autres objets sur lesquels on a une inscription similaire qui reprend cette expression-là, et ça veut dire commencer par étudier qui était précisément la déesse Iat, pour autant que mon hypothèse soit bonne. Je dis bien pour autant que... J'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile.